À nous, 15h15, 16h30, pour traiter de ce sujet délicat et complètement, effectivement, éclairé par notre actualité. Donc, avec nous cet après-midi, Michel Viavorka, sociologue, je dirais également philosophe. On peut le voir comme ça, dans les réflexions que vous apportez sur notre manière de vivre ensemble. Jean-Marie Cavada, aujourd'hui député européen après 1000 vies, dont nombreuses dans les médias, et Dominique Volton, sociologue, également très concerné par les médias. Donc ce n'est pas une femme qui a été élue, c'est un homme et qui s'affirme homme dans tous ses travers et ses failles. Juste avant de démarrer, parce que nous ne ferons pas tout le débat là-dessus, votre regard, votre analyse, votre ressenti rapidement sur ce qui est un événement mondial. Michel Viavorka. Que cela nous dit-il? Je suis comme beaucoup surpris. Et quand je réfléchis, je ne suis pas étonné, mais je suis surpris, choqué. Comme beaucoup, je crois, le réveil a été, ou le coucher, selon les cas, a été très, très dur. Je voudrais dire ceci. Ce phénomène n'est pas un phénomène isolé. On en discutait il y a un instant en petit comité. Populisme, nationalisme. En petit comité masculin, elles ont raison, ces femmes à barbe. Nous en discutions. Regardez ce qui s'est passé récemment. Le Brexit. L'Autriche, on parle peu de l'Autriche. À la dernière élection présidentielle, au premier tour, ne surnagent plus que 2 candidats, l'extrême droite et les Verts. Aussi bien la gauche classique que la droite classique ne font plus que 11%. Les partis classiques échouent aujourd'hui. Le système politique des partis est en grande difficulté. Et ce qui s'est passé est, me semble-t-il, aussi ça, l'échec du Parti républicain et l'échec du Parti démocrate. Donc crise des partis, incapacité, je pense, des acteurs politiques en place à entendre, je dirais même à écouter la société. Et des choses peut-être de ce type nous pendent au nez chez nous aussi. Et j'ajouterai un mot, parce que c'est intéressant, échec complet des sondages. Et je pense que c'est un échec qui nous dit quelque chose de lourd. C'est-à-dire que, j'en dis juste un mot, puis je pense qu'il faut faire circuler la parole, mais juste un mot, il y a dans nos univers une sorte de nébuleuse où se croisent et se rencontrent en haut, c'est pas seulement des hommes d'ailleurs, il y a des femmes, mais enfin un ensemble de responsables politiques, de journalistes, de médias et de sondeurs qui pensent de haut en bas, qui fixent le calendrier, qui fixent les catégories, qui décident de ce dont il faut parler un jour ou un autre. Et donc, je ne dis pas du tout qu'ils font du mauvais travail, c'est pas ça. Mais ce mécanisme est obscène, à mes yeux, et il arrive nécessairement que de temps en temps, il y a un crash. Et c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, je pense que c'est aussi le moment de réfléchir à comment nous voulons être informés, comment nous souhaitons réfléchir à notre propre société et comment pourraient se développer des logiques d'information, de connaissance qui soient davantage bottom-up. Voilà, en tout cas, je crois vraiment que c'est aussi une leçon sur notre système médiatico-politique. On pourrait dire des choses plus précises. Eh bien, notre rencontre de ce soir tombe bien. C'est tout ça. Mais c'est d'abord évidemment, le sentiment que la machine raciste, que la machine xénophobe, que la machine machiste, je suis peut-être mal placé à cet instant présent pour le dire, mais enfin, quand même, que toute cette machine est en marche et que malheureusement, les États-Unis ne sont pas seuls en cause. Alors, Dominique, je n'oublie pas effectivement que vous devrez nous quitter dans un instant. Journaliste, médias, sondeur, vous analysez cette communauté, si je peux m'exprimer, hélas ainsi, depuis longtemps. Qu'en pensez-vous à l'éclairage de cette nuit? Oui, moi je passe ma vie, parce que je suis encore pas mort, à essayer de faire admettre que le concept de communication est un concept essentiel pour la démocratie et la politique. Il faut bien dire que j'ai pas un succès immense. 90% des théories politiques n'abordent jamais la question de la communication, sauf pour dire qu'il y a des tuyaux. Et naturellement, la plupart des gens veulent récupérer les tuyaux en supposant que quand ils parlent dans le tuyau, le récepteur l'acceptera. Moi, je passe mon temps à dire depuis plus de 30 ans qu'il
Il n'y a pas de politique sans communication politique, que la question de la communication, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est l'incommunication, on ne se comprend pas plus en communication politique que dans la vie, et que du coup, on ne pourra pas avancer dans le fonctionnement de la démocratie si on n'intègre pas ces concepts. Il y a la communication, l'incommunication, la communication, et surtout à dépasser la problématique des tuyaux. Or, nous sommes exactement dans le moment inverse, où en fait, Internet symbolise la victoire de la technique. Après qu'on ait détesté la radio et la télévision d'ailleurs, il y a eu un virement idéologique invraisemblable en faveur d'Internet, si bien qu'aujourd'hui, tout le monde confond le génie d'Internet individuel pour chacun d'entre nous avec le fait que derrière, il y a les GAFA. Et les GAFA, c'est Mademoiselle Google, Monsieur Apple, Mademoiselle Facebook et Monsieur Amazon. Je mixe sexuellement pour éviter les emmerdes. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, à la contradiction entre l'aspiration à la liberté et à l'émancipation par les concepts d'information et de communication, et le fait qu'il n'y a pas de travaux théoriques là-dessus, et que naturellement, in fine, tout le monde préfère l'information à la communication. Or, l'information, c'est le message, la communication, c'est la relation, c'est le bordel. Dès qu'on est deux, ça ne marche plus. Alors, vous imaginez en politique. Donc, ce qui m'intéresse dans la tragédie d'hier, on verra, la tragédie, c'est pas la première fois que les circonstances vont changer un homme politique. Et comme l'a dit Michel, les États-Unis ne sont pas seuls au monde, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour 99% des gens qui sont dans cette salle. Il n'y a pas de politique sans communication, et l'horizon de la communication, c'est la communication, et on peut mettre 7 milliards d'internautes demain, ça n'améliorera pas. Et moi, je suis hanté par 3 phrases depuis des années que je veux vous dire, parce qu'elles disent ce qui s'est passé cette nuit. C'est que se passe-t-il quand tout le monde sait tout et tout le monde voit tout? Ça fait 30 ans que j'essaie de répondre à cette question. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. N'importe quel coin du monde est au courant de tout. Deuxièmement, quelle est la conséquence du fait que le récepteur est intelligent? Parce que si on fait de la démocratie avec le suffrage universel, c'est que le même individu, quand il lit, quand il consomme, quand il regarde la télé ou qu'il est sur Internet, il est aussi intelligent que les autres et les élites. Et je ne sais pas ce que ça donne comme conséquence, une sacrée conséquence épistémologique. Troisièmement, la fin des distances physiques révèle l'étendue des distances culturelles, c'est-à-dire le village global est une réalité technique, mais une incommunication culturelle gigantesque. On a qu'à voir actuellement les conflits religieux, et demain ce sont les conflits linguistiques symboliques. Et puis la quatrième question qui m'intéresse le plus, c'est que oui, que fait-on de cette solitude interactive? Donc ce que je crains pour les événements de cette nuit, c'est qu'au bout d'un moment, on transforme les médias en bouc émissaire. Mais moi je voudrais simplement dire pour finir, la liste des 10 objets au minimum sur lesquels il faut réfléchir pour réfléchir à ce qui s'est passé cette nuit. J'en ai pour 5 minutes. Hein. Ah oui, mais je serais parti. Hein. Oui, mais je vous gère aussi. Parce que, je suis désolé, j'ai un empêchement un peu embêtant. Je dois partir à 15h45. Mais ça m'obsède, parce que je l'entends depuis ce matin déjà. C'est la faute aux médias. Non, si c'était si simple. Oui, bien sûr, l'enfermement des médias sur eux-mêmes. Il n'y a pas, mon cher Michel, il y a aussi les intellos médiatiques qui marchent très bien dans la même mécanique. Hein. Ah, mais c'est un... Ils sont comme les sondeurs, comme les politologues, etc. Ok. Donc il y a quand même dans tous les pays 10% d'intellos qui servent de caution à cette pipolisation de la communication politique. Il y a les médias, c'est sûr. Il y a les sondages. Le modèle des sondages, intellectuellement, est un peu pauvre. Le modèle psychologique du sondage, c'est vous posez une question, les gens répondent et on a la réponse. Ben non, parce que maintenant tout le monde pense quelque chose, dit quelque chose et fait une troisième chose. Et il n'y a pas que seulement sur le Brexit que les sondages se trompent. Ça fait 20 ans qu'ils se trompent parce que l'homme est de plus en plus complexe. Donc c'est mon média, sondage. Il y a naturellement l'enfermement des élites. Ça, c'est ce qui est visible. On y reviendra. On y reviendra. Il y a l'abus du terme de populisme. C'est effrayant. Dès qu'on n'est pas d'accord, dès que le peuple n'est pas d'accord avec les élites parlent de populisme. Or, c'est un mot qui est quand même très compliqué, qui n'a pas le même sens qu'au 19e ni au 20e. Et en tout cas, dans le populisme, il y a le mot peuple. Et le mot peuple, c'est ce qui est un peu lié à la démocratie. Donc l'insuffisance du travail théorique sur ce que c'est que le populisme est quand même des choses qu'on paye. Parce qu'on taxe de populisme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec soi. Donc, disons, il y a un vide de connaissances là aussi. Le modèle hiérarchique et le modèle du leadership, c'est vrai qu'il est beaucoup trop étroit. Une question, moi, qui me hante. Il n'y a jamais autant de tuyaux. Radio, télévision, Internet, les réseaux sociaux. Il n'y a jamais autant de conformisme dans ce qui est dit tous les jours. Moi, j'ai pensé comme tout le monde que plus il y aurait de tuyaux, plus il y aurait de diversité des contenus. Plus il y a de tuyaux, plus c'est les mêmes contenus qui circulent. Dans la même durée de temps qui est de plus en plus courte parce qu'il y a la concurrence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un monde hypermédiatisé et interconnecté si jamais, en définitive, il n'y a pas d'élargissement de la représentation de l'espace public, des sociétés, des contradictions de la mondialisation et de la diversité culturelle? Je prends ces exemples. Ben là-dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien. On pense encore qu'il y a le sommet de la hiérarchie, les pays riches développés occidentaux et démocrates, et les autres. Donc il y a quand même une paresse incroyable. J'en ai plus que 3. Non, pardonnez-moi, mais la démocratie, c'est aussi d'accepter que nous sommes plusieurs. Donc, pardonnez-moi, je vous prends à votre propre piège. Non, c'est pas grave. J'ai besoin d'entendre aussi Jean-Marie Cavada sur l'analyse de ce soir. Parce que ce que vous nous dites est passionnant,
mais nous entraîne sur le fond même de notre débat au-delà des États-Unis. Je voulais juste vous demander, avant votre départ, et j'ai besoin d'entendre aussi Jean-Marie Cavada sur réaction sur cette nuit. Alors, c'est tout ce qu'on dit actuellement est trop court par rapport à la complexité de ce qui est à penser. Je suis bien d'accord avec vous. J'aurais bien pris la journée et la nuit avec vous. Hein, Jean-Marie? Ah oui, un message personnel. Pardonnez-moi, je suis frustrant, mais j'ai aussi le souci, en tant qu'animateur, de cet équilibre de parole, et je sais bien votre contrainte de partir. Je fais avec les contraintes. Jean-Marie Cavada, votre lecture de cette nuit, sachant que j'aimerais beaucoup revenir sur tout ce que Dominique a commencé à alimenter. D'abord, je veux dire bonjour à toutes les personnes qui sont dans la salle, et votre présence peut être aussi une forme d'interrogation, voire d'inquiétude, ou en tout cas de très profonde curiosité sur ce que nous sommes en train de vivre et que nous ne comprenons pas bien. Deuxième chose, sans me mêler de ce qui est votre métier, votre rôle, si Dominique voulait au moins se contenter d'énumérer les 3 autres points pour qu'ils ne restent pas en l'air, ce serait intéressant qu'on les entende. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous êtes un allié objectif. Allez, sauvé par mon gang. Merci Jean-Marie. Non mais bon, je suis pas très rationnel. J'ai énuméré, hein, j'ai dit quand même rapide. Je suis pas rationnel, mais c'est quand même... Là, c'est que si vous voulez, 30 ans de recherche se lisent dans des échecs comme le Brexit et ça. Donc je me dis, quand est-ce que... Oui. 3 choses encore. L'affaissement des classes moyennes, et c'est l'effet numéro 1 de la mondialisation, où nous n'avons pas assez critiqué le fait que la mondialisation, qui était l'extension du capitalisme, n'avait rien à voir avec l'extension de la démocratie. Une des conséquences, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et les classes moyennes écrasées. Ça fait partie de l'échec de la communication politique. Le terme du racisme et de l'exclusion, pas la peine de développer, tout le monde le sent, hélas. Mais ça, si on veut réfléchir sur la communication politique, la logique est formidable des boucs émissaires, parce que dès que le dégrade et l'absence de culture politique. Or, si nous avons quelque chose, nous les Européens, à apporter au reste du monde, c'est que nous savons ce que c'est que la culture et d'être sophistiqués en culture et d'être capable de tomber en décadence comme on l'a vu avec la Russie, comme on l'a vu avec l'Allemagne avant, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si on veut expliquer ce qui s'est passé, il faut au moins qu'on mette ces 10 paramètres en question. Et donc, par conséquent, on peut en sortir, mais si on n'intègre pas les enjeux de la communication politique, c'est-à-dire de l'incommunication, c'est-à-dire de l'intelligence de l'autre. Moi, ce qui m'obsède, c'est que l'autre, il est toujours intelligent, alors qu'on croit qu'il est con. Et que, naturellement, on pense que les élites ont raison. Et le jour où on intègre l'intelligence de l'autre, tout se complique. Et moi, c'est le dessin formidable, je m'arrête, de tout se complique, c'est sans paix. Tout se complique. Avec la communication dans le modèle de la démocratie, tout se complique. Or, ça fait 70 ans qu'on laisse camper le concept de communication que l'on dévalorise comme ça. Si vous dites que vous vous occupez d'information, vous êtes sérieux. Si vous dites que vous vous occupez de communication, on vous prend pour un bougnoul. Eh ben, c'est pas de bol. La communication, elle a sa revanche. Elle vous dit merde, pas moi, mais elle dit merde aux politiques, aux établissements, aux analyses, aux structures et compagnie. Il faut y réfléchir si on veut sauver la démocratie. Je suis dans le sujet. Merci. Non mais... Dominique, j'ai bien entendu votre souci du récepteur, et je me dis que le récepteur que nous sommes, il faut qu'il engrange tout ce que vous dites. Et vous nous mettez la barre haut. Hein. Jean-Marie Cavada, je reviens. Votre analyse de cette nuit. Il y a presque 30 ans, M. Elie Wiesel, qui vient de partir il y a 2 mois, avait repris cette phrase, en la modernisant entre guillemets, qui s'adressait au peuple au pluriel européen, en disant « Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à la revivre ». J'ai le sentiment que nous entendons actuellement, non seulement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde occidental, le choc de plaques tectoniques des peuples du monde, plus ou moins incontrôlés par ces retours de balancier dans lesquels nous ne comprenons pas grand-chose et sur lesquels Michel pourrait nous éclairer sans doute un peu mieux que ce que je dis. Mais ça fait longtemps que je vois venir ce genre de choses. Le 23 ou 24 mars 2004, il y a à 8 heures du matin un attentat à la gare d'Atocha de Madrid. Je me trouve, moi, en mission de travail à Berlin, et je trouve un avion 2 heures plus tard pour aller à Madrid. Et j'ai vu une chose extraordinaire. Nous étions à quelques jours de l'élection législative espagnole, dont la prévision de sondage donnait les conservateurs, c'est-à-dire comment s'appelle-t-il, Aznar, merci, Aznar vainqueur, mais extrêmement largement. À partir de ce moment-là, Aznar dit « l'attentat, c'est les Basques », parce que c'était un des éléments de sa campagne électorale, et sans doute d'ailleurs la conviction de la direction générale de la police espagnole, puisque je suis allé les voir après, et c'est ce qu'il disait. Mais à partir de ce moment-là, des gens qui étaient dans le train d'Atocha, ont commencé à envoyer des SMS pour dire non, c'est pas les Basques,
C'est un attentat terroriste. Le gouvernement ment, le gouvernement cherche à exploiter le drame, l'attentat, pour essayer de servir ses intérêts politiques. Et en 5-6 jours de temps, l'élection a complètement basculé, puisqu'ensuite c'est le leader espagnol qui a gagné les élections et qui a dirigé le gouvernement pour 2 mandats, je crois. Après, il y a eu les attentats de Londres du 7 juillet 2005. Et on a assisté à quelque chose en plus petit, de comparable. Et l'opinion britannique s'est demandé si on recommençait les mensonges de Tony Blair à propos de la guerre d'Irak. Puis d'autres choses sont intervenues. Et moi, ce qui me frappe quand même énormément maintenant, c'est que ça fait un moment que les peuples du monde occidental, peut-être parce qu'ils sont fatigués du bonheur, comme je le disais tout à l'heure à un de nos amis, involontairement, surtout parce qu'après la chute du mur de Berlin, un pacifisme s'est étendu sur le monde occidental, comme entre les années 30, entre les 2 guerres des années 14-18 et 39-45. Mais aussi probablement parce que, en effet, la question de la confusion de la pensée, que les médias du toute information, qui n'ont plus aucune distance d'analyse, où tout est égal à tout, où un chien qui renverse un camion, c'est la même chose que 2000 morts en Asie, embrouillent les esprits. Bref, de toute façon, c'est la fin d'un système. Très clairement pour moi, et d'ailleurs vous avez vu cette semaine, hier, vous y faisiez allusion tout à l'heure au sondage. Bon, un sondage n'est qu'un sondage, et Dieu sait qu'en ce moment, il y a beaucoup à dire. C'est d'ailleurs pas la première fois. Ils avaient prévu en 95 la victoire de Balladur. Ce fut Chirac qui gagna en 3 mois de temps à peine. À partir du 2 ou 3 mars 2005, Chirac a commencé à remonter. Donc tout ça est un système qui tourne quand même beaucoup sur lui-même. Mais plus profondément que ces épiphénomènes qu'on voit en surface, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de savoir si au fond nous ne sommes pas en train d'entamer une marche longue vers quelque chose que nous ne connaissons pas, mais que nous ne voulons plus ce que nous connaissons. On parle beaucoup de démocratie. Moi, ça me met en colère. Je dirai tout à l'heure, pour ne pas prendre trop de temps maintenant, ce que je pense de la démocratie française. C'est pas une démocratie. C'est une monarchie républicaine, anarchiste. On peut dire ce qu'on veut. La démocratie se caractérise par le respect des contre-pouvoirs. Il n'y a aucun contre-pouvoir en France. Il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est le seul pays des 28 de l'Union où l'exécutif n'a de compte à rendre à personne pendant 5 ans. Les trois juges anglais qui réfutent le Brexit... Et les 3 juges anglais qui viennent de ne pourraient pas parler en France. Ne pourraient pas, bien sûr que non, vous avez raison de dire ça, oui. Bref, on s'expliquera sans doute tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les peuples cherchent quelque chose parce qu'ils ont peur. Il y a 3 choses, et je conclue avec ça. Ils ont peur en termes de sécurité, c'est très clair. Ils ont peut-être même excessivement, mais enfin, mettez-vous à la place de gens qui voient quand même les attentats partout à travers le monde, en Belgique et en France particulièrement, après l'Espagne, après la Grande-Bretagne, après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Donc cette réalité existe. Deuxièmement, tout ce qu'on nous a promis en termes de résorption du chômage est un mensonge parce que l'État est arrogant, parce qu'il a voulu se mêler de tout faire, et qu'on sait bien depuis longtemps, je le dis dans vos universités à Lyon, cher Denis, depuis longtemps, et je ne suis pas le seul, je me suis trouvé il y a quelques années avec toi, Michel, et nous disions déjà la même chose. Ça suffit, il va falloir changer ce système du tout savoir, je sais tout et je décide pour tout, et c'est la question qui va vous être posée à vous Français. Et puis il y a une troisième chose, peut-être qui ne dépend pas de nous, c'est ce que j'appelais les plaques tectoniques, le mouvement des peuples, et là je suis bien incapable d'en parler, mais je sens quand même que quelque chose s'ébranle, malgré presque toutes les raisons objectives qu'on aurait de dire qu'il faut corriger ce qu'on a et pas aller s'ébranler vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà les vraies questions auxquelles nous sommes bien incapables de répondre en profondeur, et nous nous contenterons sans doute des signes. Dominique, je reviens vers vous. Vous aviez écrit ou récemment dit, ça a été reproduit soit dans la tribune, que les journalistes montrent que vous observez, et les médias, sont un peu à la fois victimes de la mercantilisation de leur métier, et en même temps travaillent un petit peu hors sol. Vous parliez d'arrogance et tout. Comment tous ces événements ne font pas redescendre ces observateurs dans les réalités? Est-ce que vous estimez toujours qu'il y a une classe d'observateurs médias qui ne vit pas notre vie? Ce qu'il faut dire et rendre hommage pour toujours, c'est aux 6000 journalistes des 3 agences de presse mondiales, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de l'information du monde entier. Personne ne les connaît. Ils font le boulot plus important. Par contre, les journalistes, moi je les divise en 3 groupes. L'élite, qui est plus que critiquable,
et qui est d'ailleurs maintenant dans tous les pays du monde, on le voit des calicots, des pubs, etc., etc. Donc je me dis ça, la personnalisation des journalistes de l'élite, entre guillemets, par rapport à l'anonymat des journalistes des agences mondiales, pour comprendre quand même qui fait le job au départ. Ça, c'est un problème, parce que la collusion à ce moment-là avec les politiques, les intellos médiatiques et tout ce que... là, il y a le sentiment d'élite. Et vous avez intérêt à penser comme eux. Et naturellement, tout le monde a des comportements très gentils avec cette élite journalistique, parce que par définition, ils ont un pouvoir gigantesque, c'est de fermer l'accès au micro ou au réseau social. Donc ça, c'est eux qui posent le plus de problèmes. Ils posent le problème parce qu'il y a le sentiment, ils se joignent à l'élite, et l'élite politique, intellectuelle, technocratique, etc., médiatique, a le sentiment qu'elle comprend la société. Et naturellement, elle a tendance à inviter les gens qui pensent comme elle, ce qui est humain. Et les réseaux sociaux, ils s'en servent comme une espèce de base de contre-information, de contre-société. Donc là, il y a une perversion. Il n'y a plus de réalité. Il y a une représentation de la réalité par les réseaux sociaux. Et ensuite de ça, il y a cet appareil très intelligent, mais qui est hors de la réalité. La classe moyenne des journalistes, il n'y a rien à dire. Ils font très bien leur boulot. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont très modestes dans l'ensemble et très intelligents, beaucoup plus cultivés. Puis il y a les jeunes qui feraient n'importe quoi pour se retrouver au-dessus du panier. Et ces jeunes, on les comprend, parce que la classe moyenne ne peut rien dire vu qu'ils sont dominés par l'élite, et l'élite n'a aucune envie. Là où il y a un effet pervers, je prends un exemple simple. Les mêmes patrons de journaux, de radio et de télévision se retrouvent journellement à être commentateurs, éditeurs dans les autres médias. Si bien quand vous êtes monsieur Dupont ou madame Durand, qui est patron d'un média, et que vous intervenez dans 3-4 autres médias et sur les réseaux sociaux, par définition, vous avez un pouvoir de contrôle qui est gigantesque. Je ne dis pas que vous avez raison, mais sociologiquement, vous avez un pouvoir qui est dominant. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, beaucoup trop de collusion avec les sondeurs. Les politiques sont perdus. Point de départ, les politiques sont perdus parce qu'ils ne savent pas où est la réalité, ils ne la comprennent pas. Les journalistes ne représentent plus l'opinion publique parce que ce sont les sondages qui représentent l'opinion publique. Et les sondages ne représentent plus qu'eux-mêmes parce que par définition, il n'y a pas de contrôle possible. Le seul contrôle qu'il y a, c'est en politique, où vous votez autrement que ce que vous avez dit. C'est ce qui s'est passé cette nuit. Mais sur toutes les questions, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'on va pouvoir baiser avec des nonnes, enfin toutes les conneries des sondages qui ont le 24h20 sur 24. Vous écoutez n'importe quel journal et quelle radio pendant une journée, vous avez 10 sondages commentés ou commandés par les médias. Donc c'est-à-dire que les deux enfermements se renferment. Et vous avez ces réseaux sociaux qui d'un seul coup sont devenus la manne. C'est quoi les réseaux sociaux? C'est de la logique de l'expression. C'est très important. Je ne parle pas en dictature, hein, je parle chez nous. Mais l'expression, c'est pas de l'information. L'information, c'est pas la culture. La culture, c'est pas la connaissance. Et les journalistes, au lieu de dire, attention, Internet peut être le meilleur et le pire, une poubelle à rumeurs, ce que c'est. On va faire attention, sont au contraire persuadés qu'il y a le sel de la terre, là. Puisqu'ils n'atteignent plus la réalité. Et comme la rédaction, il n'y a pas d'argent pour faire des enquêtes, et bien au lieu de faire des enquêtes et de faire le tour du monde, les journalistes font le tour de l'ordinateur. Et sans être méchants, ils s'enferment dans eux-mêmes. Et donc, par conséquent, la question de fond, c'est arriver à réouvrir le jeu. C'est-à-dire dire que la presse, ça coûte cher, que ce sont des hommes et pas des ordinateurs, pas des réseaux, pas de l'interactivité, de la subjectivité dans l'analyse, de la rigueur et de la déontologie, ce qui est la chose la plus importante dans n'importe quel métier, et qu'ils doivent faire leur boulot, qu'ils doivent arrêter de coucher avec les politiques. Le dernier bouquin, je me suis engueulé avec eux dans des émissions de radio, là, les deux journalistes du Monde. J'aurais dit, vous avez tort. Il y a 3 personnes qui ont tort là-dedans. Le président, il n'a pas à dire toutes ces bêtises. Vous avez absolument tort de répéter ça. Et me dire que c'est votre petit journaliste, c'est pas vrai. Parce qu'un journaliste sait très bien faire de l'autocensure quand il veut. Et vous l'avez pas fait. Le troisième responsable, c'est votre maison d'édition, qui va faire du fric là-dessus. Et ça va pas louper. On a déjà la pub, déjà 50 000 exemplaires vendus, 200 000 exemplaires vendus. Où est la démocratie là-dedans? Il n'y en a pas. C'est une perversion. Donc on arrive à une telle illusion de transparence que si on ne sait pas à quelle heure s'est couché le président et avec qui il s'est couché, avec qui il a couché, on pense qu'on ne sait que c'est pas démocratique. Mais c'est ça qui est pervers. Et cette idéologie de la transparence qui anime les réseaux est en train de perturber la totalité de la société. Or, il n'y a pas de société sans secret. Et une autre question, et je m'arrête, qui me fascine. On a cru tous, ceux qui suivent cette question, et on n'est pas nombreux, hein, depuis 50 à 60 ans, on pensait que plus il y aurait d'informations, moins il y aurait de rumeurs, parce que la rumeur, c'est quand l'information est cachée. Plus il y a d'informations, plus c'est la même information, je l'ai dit tout à l'heure, et puis il y a de rumeurs. Et puis il y a de secrets. Parce que l'homme est pourri. Il adore la rumeur et le secret. Il s'en fout de l'information publique. On a mis 3 siècles à avoir une information publique. On l'a dans la démocratie. Et on dit quoi? Ce que vous entendez tous les jours, vous et moi, s'ils nous disent ça, c'est qu'ils planquent ça. Et le complotisme, il est au bout des chaînes d'information. Et ça, c'était imprévu. Et le complotisme, c'est pas quelque chose on peut pas dire, c'est pas la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les phénomènes d'anthropologie culturelle. Quand ça se met en place, le complotisme, ça veut dire que c'est la pointe de visite de l'iceberg. Ça veut dire que derrière, vous avez des défiances inouïes.
qui sont mises en place. Parce que le récepteur est intelligent, il n'a pas raison, mais il est très intelligent. Et on ne peut plus continuer à lui dire, on va t'expliquer mon camarade, et après ça ira mieux. On ne peut pas changer de peuple maintenant, comme on disait dans Brecht. Hein, quand le peuple ne va pas, on ne peut pas le changer maintenant. Il faut faire avec. Et ça, c'est des choses... Et alors j'ajoute que ça, c'est au sein d'un État-nation. Mais vous prenez l'Europe, il n'y a pas un média européen, il n'y a que ce pauvre Euronews, la plus grande aventure politique démocratique de l'histoire du monde, on n'a même pas un média mondial. Même pas les Européens étaient capables de construire. Donc comme masochisme, on est invraisemblable. On n'est pas capable de construire la plus immense opération démocratique pacifique de cohabitation culturelle. Bien sûr, on peut bafouiller comme on bafouille actuellement sur les réfugiés, mais putain, il faut arriver à vivre à 6, 12, 15, 27, 28 et un jour 30, alors qu'on n'a rien à se dire, qu'on a 26 langues différentes, qu'on se déteste, et ça tient. Je veux dire, c'est quand même... Non mais, je veux dire, ça veut dire que là, il y a une utopie politique. Dominique, il y a une utopie vous devez positive. partir. Oui, mais... Hein? Non mais et l'Europe, ensuite vous direz, je vous ai pas donné la parole, oui, non, je vous vire. Oui. Mais l'Europe, c'est la plus démocratiquement. grande, c'est la plus grande utopie démocratique, et c'est nous qui la faisons, et on n'en est même pas fiers. C'est 10 fois plus important que Trump. On peut le baiser Trump si on veut. Ouais. Vous l'aurez compris, votez Volton. Et là, je vais être obligé de rebondir sur vos propos sans vous. Je peux vous dire que dans la transparence, on va faire fort, là. Exactement. J'aimerais quand même, à travers ce qu'a dit Dominique Volton, on se disait une forme de nouvelle démocratie qui serait un signe positif, une manière de participation des citoyens à la vie, notamment à travers Internet et les réseaux sociaux. On nous dit aujourd'hui que les réseaux sociaux ne sont pas si démocratiques parce que c'est la dictature d'un algorithme. En fait, sur les réseaux sociaux, grâce à l'algorithme, je trouve l'opinion de mes pairs, de ceux qui pensent comme moi. Et on disait que les médias classiques, eux, étaient les médias du débat et de la contradiction. Si j'entends bien ce que dit Dominique, on s'aperçoit que pas plus les médias grand public que les médias réseaux sociaux sont le lieu de la contradiction. Or, pour qu'il y ait débat démocratique, il faut qu'il y ait toutes les voix. Comment est-ce que vous voyez ça, Michel ? Ou bien on dit le problème, il est entre démocratie, communication, et qu'il faut inventer peut-être d'autres façons. Bon, peut-être, ça fait certainement partie du problème. Mais moi, je pense qu'on est à un moment historique qui mérite plus que ça comme catégorie d'analyse. Qu'on est en train de vivre peut-être la fin d'une longue sortie d'un type de société. On peut l'appeler industrielle, elle n'était pas seulement industrielle, mais enfin, je dirais que depuis le milieu des années 70, on peut discuter des périodicités, bien sûr, mais que depuis le milieu des années 70, nous n'en finissons pas de sortir d'un certain monde et que nous avons beaucoup de peine à entrer dans un autre monde. Voilà, c'est ça, moi, qui me frappe. Ça vaut à l'échelle de la planète, ça vaut à l'échelle des régions, pas des grandes régions comme l'Europe, ça vaut, ou l'Amérique latine, ça vaut à l'échelle d'un pays, évidemment, personne ne dira que l'État-nation n'existe plus, ça vaut à l'échelle des villes, ça vaut à l'échelle des personnes singulières. Et donc, à tous ces niveaux, nous devons réfléchir, et nous devons, c'est comme ça que moi je m'interroge, nous devons nous demander comment pouvons-nous envisager un autre monde, ou un meilleur monde. Et je suis frappé d'une chose, c'est que c'est pas être décliniste que de dire ce que je vais dire, mais aujourd'hui, nous sommes incapables de nous projeter avec confiance vers le futur. Alors que dans l'ancien monde, celui dont nous sortons, où on vivait bien moins bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas raconter d'histoire, la longévité de la vie, la santé, l'éducation, tout ça était bien moins achevé que ce que nous avons aujourd'hui. Mais il y avait du conflit, du débat, et il y avait l'idée que demain, ça sera mieux, que demain, nos enfants vivront mieux que nous, que les lendemains qui chantent, disaient les communistes, mais ce n'était pas totalement idiot non plus, et que je pense qu'un des grands problèmes, c'est comment construire les débats et les conflits, non pas les violences, mais les conflits qui s'institutionnalisent, où ça discute, d'une société qui doit être, évidemment, on veut qu'elle soit démocratique, qui doit être démocratique, comment le construire, et nous sommes en train de vivre aujourd'hui, effectivement, le sentiment qu'on est en train de toucher le fond. Mais Michel, que c'est ça. Je vous interroge souvent là-dessus. Que l'on veut construire, moi je me demande beaucoup. Elisabeth Rudichenko disait récemment, il y a un désir de fascisme dans ce pays. Le besoin, l'envie de démocratie, appelons un chat, une bonne partie de l'Europe a-t-elle vraiment envie de démocratie ? On est en train de faire de la démocratie
une sorte de... Ça va de soi. Si nous regardons bien le monde d'aujourd'hui, cette envie, ce besoin de démocratie, honnêtement, est-il partagé? Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste répondre un quart de seconde sur cet enjeu précis. Jusque dans les années... fin des années 70, années 80, on ne se posait pas trop de questions sur la démocratie, c'était le contraire du totalitarisme, du soviétisme et toutes ces choses-là. Il y avait un monde binaire qui était pratique. Et donc, on se contentait de cette fameuse phrase de Churchill qui disait quelque chose comme « c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres qu'on a pu essayer », une phrase de ce type. Très bien, c'est ça. Et puis, arrivent ces années d'épuisement du soviétisme, ça se décompose, et arrive Fukuyama, ce philosophe politique américain, qui dit « c'est la fin de l'histoire, nous sommes entrés dans l'ère du triomphe du marché et de la démocratie. Autrement dit, ça y est. » Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que la démocratie, eh ben, elle mérite discussion, réflexion, que ça ne va pas de soi. Elle ne règle pas les problèmes économiques, elle ne règle pas les problèmes de différences culturelles, elle ne nous dit pas comment faire avec l'islam, elle laisse se développer les inégalités, et puis on pourrait continuer comme ça. Et que quand on essaye d'élargir la démocratie libérale, c'est-à-dire représentative, à d'autres formes, ça ne marche pas si bien que ça. La démocratie directe, c'est-à-dire le référendum, ça donne le Brexit, ou ça donne la Colombie. Notre-Dame-des-Landes. Ou ça donne la Colombie, c'est-à-dire qu'un président qui, ça mérite la discussion bien sûr, mais enfin, qui obtient un accord de paix avec la dernière grande guérilla d'Amérique latine, se voit déjugé par un référendum. C'est pas brillant. On a beaucoup parlé dans les années 80-90 de la démocratie participative ou délibérative, comme complément, d'ailleurs pas comme à la démocratie représentative. C'est loin d'être un triomphe. Je ne dis pas que je suis contre, mais on ne voit pas vraiment cette forme de... Et vous étonnez qu'on en appelle à l'homme fort? Et donc, j'en arrive à votre question. La démocratie a des difficultés, la démocratie a des carences, la démocratie a des limites, et un certain nombre de personnes se disent, alors c'est ce que les spécialistes appellent la post-démocratie. Soit je me détache de la politique, en gros. Je laisse les sondeurs, les journalistes et les hommes politiques faire de la politique, pourvu que j'ai le droit de penser ce que je veux et d'avoir ma liberté de culte ou d'opinion ou autre. C'est ça, ça me suffit. C'est la post-démocratie. Et puis, j'en arrive à votre point précis. On en voit aussi dans un certain nombre de pays se dire la démocratie, elle ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est toujours pareil. Un leader fort, autoritaire, un lien direct entre le leader fort et le peuple. La société doit se fermer. La nation doit être homogène. Et fière. La nation doit être relativement homogène. La société, bon, donc non à l'Europe, non à l'euro s'il s'agit de nous. Et dans certains cas, jusqu'ici, enfin la plupart des cas jusqu'ici, ça n'a pas pris l'allure de mouvement fasciste. Quand je dis de mouvement fasciste, c'est-à-dire de situation où le leader charismatique entraîne vraiment derrière lui des mouvements de masse, comme dans une journée particulière, si vous voulez. Ça défile. Oui. Bon, mais on le voit déjà maintenant dans un pays, la Turquie, où en Turquie, c'est pas simplement un régime autoritaire, c'est la population qui est derrière un régime de ce type. Et donc, pour vous répondre, je pense que nous devons vraiment nous interroger sur comment faire en sorte que par en bas, pas par en haut, la société aille dans le sens de la reconstruction de débats, de conflits, c'est ça que j'ai voulu dire. Oui. Sinon, on se fera embarquer dans ce que j'ai appelé la post-démocratie, ou on se fera embarquer dans l'autoritarisme, ou on se fera embarquer dans des mouvements de type fasciste. C'est ça le risque. Et je termine juste d'un mot. Les États-Unis, quand il y avait ces grands risques dans les années 30, en période de grande crise économique, contrairement à l'Europe qui a basculé dans les pires horreurs, les États-Unis ont inventé le New Deal, ont inventé une autre façon de sortir. Bon, là, on peut s'inquiéter et se demander si l'Europe ne devrait pas être aujourd'hui ce que les États-Unis ont été dans les années 30, pendant que les États-Unis sont peut-être en train de basculer dans ce que... Je ne voudrais pas faire des scénarios trop sombres, mais enfin, quand même. Il se trouve que Trump a annoncé une politique de grands travaux, qui est son New Deal à lui. Jean-Marie Cavada, de votre poste d'observation aussi en tant que député européen, est-ce que vous souscrivez à l'analyse de Michel? Pour remettre l'église au milieu du village, où le sapin de Noël sur la place publique... Dans la laïcité? Ce qui, naturellement, est pour moi la religion des religions.
Je voudrais faire un sort à ce qu'a dit Dominique Volton tout à l'heure. Bien sûr, l'influence des médias, le business des sondages, parce que c'est un business, ne rêvons pas. Bien sûr, le cercle fermé des gens qui parlent entre eux, ça existe. C'est pas la première fois, et bien sûr, plus le terreau, je dirais, de la nation est apeuré, fragile, sensible, et plus ces systèmes probablement peuvent ébranler les consciences et notamment provoquer des rejets, parce qu'à l'évidence, on voit bien que ce n'est pas de nous qu'ils parlent, mais d'eux, entre eux. D'ailleurs, je suis frappé par des petits détails d'une insolence et d'une grossièreté que moi, ancien patron de presse, ancien journaliste, enfin bref, je peux me permettre de dire et que je vais dire devant vous. Il y a une émission politique sur la 2 le jeudi soir, d'accord? Je regarde avec gourmandise en ce moment, le mardi, mercredi et jeudi, la publicité de cette émission dans les journaux. Donc ils ont invité pour la primaire de la droite tous les candidats, très loyalement d'ailleurs, dans des émissions qui sont ce qu'elles sont, qui sont nanties de bonnes intentions, qui cependant ne laissent pas beaucoup aux gens le temps de répondre, parce qu'il y a un truc très bizarre qui est arrivé dans le monde de la presse audiovisuelle, c'est l'idée que plus vous gesticulez en empêchant quelqu'un de répondre, plus vous êtes censé devenir un grand journaliste, ce qui est une connerie sans nom, parce que les journalistes, c'est jamais que des gens qui sont faits pour faire parler ceux qu'ils invitent et non pas parler à leur place. Parenthèse fermée. Dans la presse, qu'est-ce que vous voyez? C'est un petit détail qui, moi, m'a semblé très révélateur. La publicité pour cette émission, les bandeaux, est-ce que c'est l'invité dont on affiche la photo et dont on imprime le nom en grand? Pas du tout. Et encore aujourd'hui, vous ouvrez la presse et on voit le nom des 3 journalistes qui sont censés dites animer, qui est un mot que je déteste. Les journalistes ne sont pas des animateurs, ils ne chantent pas, ils ne font pas la comédie. Non, ce sont des interrogateurs, des journalistes. Hein? Et ça m'a beaucoup frappé, c'est un signe. Le passeur de plat vaut mieux que celui qui fait la cuisine. Et ça, c'est un des signes des excès de cette affaire. C'est une des petites choses. Moi, ce que je voudrais regarder, c'est ce que Michel vient de souligner à nouveau avec beaucoup d'expérience, et si tu m'excuses de le dire publiquement, beaucoup de profondeur d'intelligence. Quand le monde s'agite, c'est bien que les gens se calment pour y réfléchir. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me semble absolument intéressant. D'abord, il y a les cycles d'histoire. Tu es mieux placé que moi pour en parler. Et je pense qu'il faut aussi considérer une chose, c'est que l'histoire, elle est tragique par nature. Son tropisme est rarement d'aller dans le sens de l'apaisement. Parce que l'histoire, elle se caractérise par des crêtes que des gens violents, actifs, peu démocrates et en tout cas sans doute très, très autoritaires, font remarquer. Et naturellement, plus le relais médiatique autour de ces gens en rupture est fort, et naturellement, plus ils sont tentés de servir de refuge aux gens qui ont peur et qui sont inquiets dans l'opinion. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a quelque chose maintenant de plus profondément conjoncturel. Au fond, l'histoire est une succession de cycles barbares que seuls des femmes et des hommes de bonne volonté ont empêché de tourner à la catastrophe. C'est ça la civilisation. C'est ça, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Europe, que les pères fondateurs ont voulu faire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le plus jamais cela ne voulait pas dire uniquement la destruction industrielle de l'homme européen par un des leurs, puisque c'est ça qui est arrivé. Ça voulait dire plus jamais la bestialité ne doit se hisser au niveau du sommet des gouvernements des peuples. Parce qu'on voit bien maintenant que la bestialité industrielle a amené à une destruction de plusieurs millions de personnes dans une Europe qui a jeté dans la première moitié du XXe siècle, probablement 50 à 60 millions de réfugiés sur les routes, ce qui ne semble pas avoir laissé un très grand souvenir aux Européens quand on voit comment on traite les réfugiés qui arrivent des guerres du Proche et du Moyen-Orient. Et je pense que tout ça a quand même une cause. La cause, elle est quoi? Est-ce que les gens veulent leur malheur? Non. Est-ce que la réclamation citoyenne, entre guillemets, veut dire qu'il faut tout jeter à bas? Moi, je ne le crois pas. Je pense simplement que les gens, aujourd'hui, veulent que la politique, par quelques rares grandes décisions, pas ma position sur la taille des trottoirs, pas ma position sur les amours ou les désamours de M. Hollande à scooter, sans scooter, non, pas ces choses-là qui sont d'ailleurs, je trouve, d'une assez grande vulgarité. Non,
Les gens ont peur. Alors il faut résoudre la question de la peur. Elle s'analyse de deux choses, la peur. C'est la peur sécuritaire ou de l'insécurité. Et puis c'est la peur du déclassement que tu as souligné, qui se traduit notamment avec ostentation actuellement par le chômage. Faites-moi une très bonne politique et vous aurez une très bonne communication. Les choses sont simples. Donc je ne crois pas que les gens de ce pays soient en mauvais état, mais je pense que le système, lui, est fini. Et je partage ton avis, Michel, qu'il faut commencer à reconstruire un système réellement démocratique. Et la démocratie, c'est pas de brailler tous les matins le contraire de ce que le consensus populaire dit. C'est d'abord de se taire. La démocratie, c'est d'accepter d'avoir tort ou d'être minoritaire. La démocratie, c'est d'appliquer ce que la loi du plus grand nombre ou du plus grand intérêt, et parfois le peuple se trompe, je veux que cette chose soit dite. Souvenez-vous de Daladier rentrant de la conférence de Munich avec Hitler et Chamberlain et disant devant les 3000 personnes à l'aéroport du Bourget venant l'applaudir comme un sauveur de la paix, quel con au pluriel. Le peuple n'a pas toujours raison, c'est même pour ça qu'il nous faut des guides pour guider l'avenir. C'est même pour ça qu'il faut des gens qui... Et donc je pense que ce sont ces valeurs-là qu'il faut restaurer à travers un système rénové. C'est le système qui ne va pas, c'est pas le peuple, c'est pas le pays, c'est pas les gens. D'ailleurs, Michel York, à ce sujet-là, vous notez que les Français, malgré tout, différence peut-être par rapport aux Américains aujourd'hui, ont encore une certaine confiance dans les partis, dans le système, et que l'envie d'État est toujours là. Paradoxalement, nous ne sommes pas dans une envie de tout bazarder. Vous l'avez écrit. L'envie d'État, le besoin d'État est toujours là en France. Alors, je vais le dire de façon peut-être un peu fumeuse. La France, c'est un État bien plus qu'une société. Et les Français sont très attachés à l'État, aux institutions. Ils aiment pouvoir leur faire confiance. Rappelez-vous ce qui s'est passé au lendemain des attentats Charlie et Hypercacher. On a vraiment eu le sentiment que nos institutions tenaient. Ça a fait partie de la conscience générale. Et je crois que les Français, donc, attendent beaucoup des institutions. Je crois qu'ils attendent aujourd'hui beaucoup moins du système politique. C'est pas tout à fait la même chose. Et je crois qu'on sera tout à fait d'accord, une fois de plus, Jean-Marie et moi-même, là-dessus. Notre système politique, c'est comme le système politique américain ou autrichien que j'ai évoqué. Nous avons une gauche qui ne sait plus où elle est, et nous avons une droite qui est profondément divisée. Profondément divisée. Or, un système politique en démocratie représentative, il vaut mieux qu'il y ait deux grandes forces qui ont chacune, disons, une certaine vision. Je voudrais ajouter autre chose. Là aussi, on est tout à fait en accord. Je pense qu'il y a, par rapport aux médias, parce que c'est quand même aussi un des points forts de la discussion, et par rapport aux responsables politiques, qu'ils aient en charge les institutions ou qu'ils soient définis par des partis, il y a un sentiment qu'ils ne respectent pas la société, qu'ils ne respectent pas les gens, un sentiment d'arrogance. L'arrogance. Les gens, moi j'ai plein d'amis dans ces milieux-là, je ne voudrais pas du tout dire que c'est pas ça, mais ce système donne vraiment le sentiment qu'il y a les gens d'en haut, c'est même pas qu'ils regardent les gens d'en bas avec mépris, c'est que les gens d'en bas ne les intéressent que de façon limitée. Et je voudrais ajouter juste un exemple qui m'avait, alors moi aussi, profondément choqué. On mettra ça dans la liste, dans le panier. Il y a une femme dont j'ai oublié le nom, qui est, peu importe d'ailleurs, mais enfin qui est connue comme étant la grande prêtresse de la communication. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme politique important, que vous avez besoin d'une bonne communicante, c'est vraiment elle qu'il faut, paraît-il, essayer d'avoir. Elle a déclaré un jour au Nouvel Observateur, je cite, « La vérité n'est pas mon sujet ». Quand la communication devient le contraire de la morale ou de l'éthique, le contraire, là, il faut vraiment s'interroger. Et donc, Jean-Marie a utilisé le mot « valeur » tout à l'heure. Je pense qu'un des aspects des problèmes dont nous parlons, c'est qu'on a le sentiment qu'aussi bien le monde des médias que le monde de la politique, cette nébuleuse dont j'ai parlé, Dominique avait tort de dire que je parlais que des journalistes, j'ai bien décrit une sorte de nébuleuse que je trouve moi un peu obscène, dans laquelle on voit des politiques, des médias, des instituts de sondage, enfin, tout cet univers, eh bien, que cet ensemble-là donne l'image de la corruption morale, et je dirais dans d'autres pays de la corruption tout court, mais là, ce serait excessif. Et donc je crois qu'il faut se demander si on pourra réenchanter la politique, et est-ce que la politique est vraiment nécessairement coupée des valeurs éthiques, de la vérité, par exemple. Je me souviens, je termine là-dessus, un jour c'est Michel Rocard qui disait, je ne sais plus où,
En politique, il faut mentir. J'ai menti un petit peu moins que les autres. Ça m'a coûté très cher. J'aimerais que plus d'hommes politiques... J'aimerais quand même revenir. Donc, on fait le constat, on en est bien d'accord, qu'elle n'est peut-être pas morte, notre démocratie, mais elle est bien malade. Maintenant, positionnons-nous sur la deuxième partie de notre entretien, des signes de renouveau. Sur quel levier agir? Par exemple, les institutions. On nous parle, quelquefois, on en parle d'ailleurs beaucoup moins, un certain temps, d'une 6e République. Est-ce que nos institutions, vous parliez tout à l'heure de ce monarchisme républicain, est-ce que revoir les... Monarchie, république, liberté. Libertaire. Est-ce que ce sont nos institutions qu'il faut non pas toiletter, mais vétéramo? On a parlé longtemps du pouvoir qui ne joue pas son rôle de contre-pouvoir, qui est la presse. Les institutions, sont-elles en cause? Vous avez vous-même quelques critiques assez fortes sur notre manière de voter ou de ne pas voter, oui, sur l'assiduité des députés. Oui, bien entendu. Vous savez, l'incivilité des députés n'est pas fameuse, celle du peuple non plus. Voilà un pays qui, à part la présidentielle, est dans une mesure à peu près comparable et municipale, pour moins d'un électeur sur 2 ne va plus aux urnes. Quand je mène un débat sur l'Europe, je commence par poser la question, avez-vous voté aux dernières élections européennes? Non. Bon, dans ces conditions, vous permettrez que je prenne d'abord l'opinion de ceux qui ont voté. Ça suffit. Alors je sais bien, l'abstention... Le vote blanc. Serait moindre s'il y avait le vote blanc. Et en effet, je suis pour. Je vais me risquer à quelques pistes devant Michel et devant vous tous, si vous permettez, parce que se lamenter ne servira pas à grand-chose pour l'avenir. Il va falloir maintenant se retrousser les manches. Vers quoi? Alors, de 10 années de vie publique, essentiellement internationale en ce qui me concerne, mais ça m'oblige évidemment à regarder la vie française, ne serait-ce que par cruelle comparaison que je vous ai dit tout à l'heure, où l'exécutif de ce pays ne répond devant personne pendant 5 ans. Le président Hollande et avant lui le président Sarkozy et sans doute ses antépénultièmes. Donc une réforme constitutionnelle serait cette responsabilité. Je vais vous dire, nomme 4000 personnes à des postes X ou Y ou même parfois Z. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors, au fond, c'est les institutions dont il faut regarder l'efficacité, les échecs ou les manques. Première chose, sommes-nous attachés au modèle républicain? Comme disait l'autre, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc pour moi, la réponse d'une république assortie d'une pratique de démocratie, le respect, ne fait pas de doute, même si c'est en mauvais état, même si... Bon, ça ne fait pas de doute. Malgré le pouvoir de la majorité, qui peut être contestable? Je vais vous dire, non, c'est très intéressant, ça, vous avez bien raison. Il faut aller jusqu'au bout de cette affaire. Premièrement, pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que nous ne sommes pas, encore une fois, dans une démocratie à l'abri des institutions de la République. Nous sommes dans une république, une monarchie républicaine, libertaire. On est libre, on peut aller dans la rue, crier ce qu'on veut. D'ailleurs, vous aurez la une de tel ou tel média. Mais oui, mais ça ne fait pas fonctionner un pays, ça. Ça met un désordre énorme. Il faut travailler un consensus, décision par décision, et qu'elle s'applique, y compris par ceux qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comment sommes-nous arrivés là? Nous vivons dans un pays ultra-jacobin. Jusque-là, c'était pas fameux, mais c'est devenu catastrophique quand, depuis 40 ans, il a été confisqué, vous entendez mon mot, par une bourgeoisie de fonction, une noblesse de robe, comme 1784, les mêmes, formés dans les mêmes écoles, raisonnant de la même manière et passant d'une façon éhontée de fabricants de la loi au gouvernement, dans l'opposition, à la tête des industries, dans la finance, et la banque évidemment, et maintenant même les médias, la culture, etc. Et ça ne peut pas marcher. Ça peut d'autant moins marcher, c'est ça le système principal qui bloque, que nous avons peur de perdre notre unité nationale au motif que l'on devrait donner du pouvoir, faire respirer ce pays politiquement par plus de pouvoir aux régions. Mais moi je l'appelle de tous mes vœux. L'État ne s'en sortira pas s'il ne délègue pas, franchement, sincèrement, avec les moyens et le contrôle des moyens. Nous n'avons pas le contrôle des moyens. Ni les moyens, ni le contrôle des moyens en région. S'il ne délègue pas sa souveraineté républicaine pour la faire exécuter par des entités qui sont assez grandes, majeures et vaccinées pour se gouverner elles-mêmes, comme c'est le cas en Allemagne, les États qui vont le moins mal sont des États fédéraux. Je ne dis pas qu'ils vont bien tous, mais ils vont moins mal que les autres. Nous sommes engorgés et l'État a fini par être déconsidéré du fait de son arrogance dominatrice. Ça, c'est la deuxième chose. Il y en a une troisième.
qui touche aussi à l'univers de l'arrogance qui a été souligné tout à l'heure par Michel. Qu'est-ce que c'est que ce pays et qu'est-ce que c'est que ces gens qui, lorsqu'ils prennent une décision, tenez par exemple le découpage du territoire en régions, pas une consultation populaire pour savoir si le fait de mettre l'Alsace avec la Lorraine, la Champagne, les Ardennes, etc. était une bonne ou une mauvaise idée, en offrant une ou deux alternatives. N'importe quel gamin de 4e sait que l'Alsace, 2 départements, 68, 67, nous sommes au moins 2 dans la salle pour le savoir, plus la Moselle, 3 départements, vivent sous le même contrat contractuel. C'est une société merci Bismarck, c'est une société mutualiste, où le culte est sous contrat avec l'État et qui a des pratiques, je dirais, de décentralisation extrêmement importantes. Le territoire de Belfort aspire à avoir le même rôle. Et même, je vais vous dire, Besançon, qui n'aime pas du tout Dijon, la Franche-Comté aussi. J'ai dit à Valls, pourquoi tu n'as pas fait une région solidaire de cette manière entre les 2 chaînes de montagnes, les Vosges d'un côté, la Forêt-Noire de l'autre, là où il y a le fleuve, là où il y a l'autoroute, là où il y a les supermarchés. Et une réalité sociologique. Oui. Et il m'a dit, ça aurait fait trop petit. J'ai dit, mais et alors? Et alors? Peut-être petit, mais ça a fait homogène. Le Bade-Wurtemberg est pas voilà. grand. Et on voit bien qu'il y a là une arrogance, ça me rappelle Jules Ferry dessinant les territoires des colonies dans son bureau un soir, comme il l'a été raconté, à grands coups de crayon, vous voyez, perpendiculaires, quoi. C'est pas sérieux de faire ça. C'est un pays qui se méfie du peuple, il faut le dire, il faut que l'État apprenne à, je dirais, respecter une opinion qui n'est pas une opinion toute faite par la consultation populaire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, comme toi, Michel, reconstruire à partir de la base des institutions très décentralisées, avec des consultations populaires, puis une décision qui s'applique. Je dirais la même chose, si on a le temps tout à l'heure, et je m'arrête, sur l'organisation des rapports sociaux dans ce pays, qui est d'une vétusté sans nom. Alors, on dit souvent que l'initiative de la société civile est en avance sur les élus. Michel Viroca, est-ce que vous trouvez que, effectivement, dans la société civile, à travers les associations, à travers l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous pensez qu'il y a ici des signes d'une démocratie vivace qui sont intéressants pour ce renouveau de la démocratie? On dit souvent que les élus sont en retard sur les initiatives démocratiques. Est-ce que c'est votre observation? C'est compliqué. Il y a un désir de démocratie. Il y a des pratiques éclatées. Il y a beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses dans notre pays. Il y a un tissu associatif parfois merveilleux, parfois sur des enjeux qui peuvent sembler un peu limités, mais c'est parfois extraordinaire. Là où il y a, par rapport, si je compare à des expériences un peu plus lointaines, il n'y a quand même pas les grandes utopies, les grandes espérances qui peuvent être associées politiquement à ces pratiques. Il y a une sorte de plafond de verre que ça ne... Non, je ne dirais pas ça, mais je vais le dire autrement. Je trouve que notre esprit, notre volonté, et je vais l'illustrer si vous m'autorisez, notre volonté citoyenne, de débat, de transformer, ça existe un petit peu. Je vais en citer 1 ou 2 exemples, mais en même temps, il y a plutôt un affaissement actuellement. Et que ce qui fait défaut, peut-être, c'est aujourd'hui cet appétit pour reconstruire les choses. J'en donne 1 ou 2 exemples. Moi, j'ai été très intéressé par le film qui s'appelle Demain. Je pense qu'un certain nombre ici, parmi nous, l'avons vu. Ça m'a intéressé. Ils ont un côté, comment dirais-je, classe moyenne, éduquée, sympathique, bobo, tout ce qu'on voudra. Eh mais oui, mais ils font des choses. Et alors, c'est un film, ça commence extraordinaire. Des gens qui travaillent dans les détritus et qui sont fiers. La fierté de ce qu'ils font. Parce qu'ils trient, ils réutilisent, et ils sont fiers. Bon, c'est magnifique. Alors, mais des choses comme ça, il n'y en a malheureusement pas tant que ça, premièrement. Il y en a. Il y a deuxièmement beaucoup de volonté humanitaire. Et je vais vous raconter une toute petite expérience, parce que je crois qu'elle nous en dit long sur l'état de notre pays. Je suis dans un wagon de 2e classe qui revient d'Avignon à Paris, il y a quelques semaines, et par hasard, les places qui sont réservées pour mon épouse et moi-même sont occupées par 2 jeunes bien noirs, qui ne parlent pas un mot de français et qui ont les mêmes numéros de place. Alors on regarde un petit peu plus près, et évidemment, c'est des migrants qui avaient débarqué d'Italie, qui avaient acheté un billet Cannes-Avignon, mais qui voulaient évidemment aller jusqu'à Paris. Enfin bref. Alors c'est là où les choses intéressantes commencent. On commence à discuter dans cette partie de wagon. Et on s'aperçoit que tous les gens qui sont dans cette partie de wagon ont de la compassion pour ces 2 garçons. De la compassion. Mon épouse dit, tiens, je vais demander de l'argent dans tout le wagon pour les aider.
Alors, avec un jeune garçon de 10 ans qui était fier comme tout de participer elle va demander de l'argent. Tout le monde en donne, sauf une personne qui dit « Je ne suis pas d'accord, mais vous avez raison, madame. » Arrive le contrôleur. Tout le monde dit au contrôleur « Écoutez, alors qui commençait à sortir les papiers, à vouloir leur demander 300 €, je me souviens de la somme, enfin bon, une folie. 6 mois de vie. Bon, il y avait une dame qui parlait arabe, qui traduisait, enfin... Et finalement, le contrôleur comprend qu'il était vraiment... Et il nous fiche. Et je me suis dit, c'est très intéressant, alors que dans ce pays, on nous parle des migrants avec une hantise terrible, enfin sans d'ailleurs faire attention aux chiffres, qui sont quand même pas... Les migrants, ils veulent pas venir en France, ils veulent aller ailleurs. Enfin, ceux qui y arrivent de... Donc, eh bien, dans ce pays, quand on a un wagon de 2e classe... les gens sont des braves gens, ils ne sont pas du tout forcément, automatiquement, racistes, xénophobes, pas du tout. Donc ça existe tout ça. Ce qui est faible, et que je regrette beaucoup, et je pourrais le dire aussi de façon imagée, si je peux prendre 1 minute ou 2, c'est le problème de ce à quoi moi je suis très sensible, de la nécessité d'avoir des débats citoyens. Moi j'ai vécu 2 expériences l'une derrière l'autre. J'ai fait partie d'un tout petit bande de copains, on était une dizaine. On s'est dit, je vais à l'essentiel, on va essayer d'obliger la gauche largement, y compris les écologistes, à avoir une primaire. Et on va dire que pour que cette primaire fasse sens, il faut qu'elle soit adossée à des débats citoyens d'où surgiront des idées qui alimenteront donc les questions qui seront posées aux acteurs politiques. Et on s'entend bien avec Libération, qui publie un numéro de 12 ou 15 pages, avec notre appel en première page, et chaque double page était consacrée à un des thèmes qui nous semblait mériter débat. On ouvrait le débat, et on s'est engagé à aller là où on nous inviterait, participer à des discussions. Et donc, ça a été possible dans un contexte politique très précis. Au lendemain du 13 novembre, dans un contexte, je le dis un peu brutalement, où le pouvoir s'était beaucoup droitisé. Donc il avait laissé une énorme béance entre ses positions droitières, si je peux dire, et ce que pouvait attendre le monde de la gauche. Mais ce qui m'a intéressé, donc il y a eu des débats citoyens, moi je suis allé, on parlait de Besançon il y a une seconde, je suis allé à Besançon, j'ai participé à 2 débats à Paris, et je suis arrivé à une conclusion un peu amère. Je connaissais tout le monde dans la salle. C'est-à-dire, non pas que je les connaissais personnellement, mais c'était ma génération. Je me suis fait traiter il n'y a pas très longtemps de post-68 art attardé, c'était ça, quoi. C'était des post-68 art attardés. C'était c'était ça. Et donc, si vous voulez, le débat citoyen, oui, il y a eu un petit pic comme ça, puis c'est retombé. Et regardez, je ne vais pas en dire davantage, mais Nuit debout, mais rien de comparable à ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne, avec les Indignados, le M15. Et donc, oui, en France, il faudrait qu'il y ait des débats. Il n'y a pas tellement d'appétit et de mobilisation, et c'est peut-être des grandes questions. Je n'ai pas la réponse, mais au moins, je sens ça, une sorte d'affaissement de l'appétit pour autre chose que ce que nous donnent à voir ces médias qu'on critique. Michel, justement, par rapport au renouveau en question de notre démocratie, est-ce qu'effectivement vous imaginez qu'il y a une ADN française qui rend le débat contradictoire? Quand je dis débat contradictoire, c'est je ne suis pas d'accord avec vous, mais votre avis m'intéresse et susceptible de me faire changer. J'aimerais bien que ce soir, à l'issue de notre rencontre, certains d'entre nous puissions nous dire tiens, dans ce qu'ont dit Dominique Volton, Jean-Marc Cavada, Michel Wiorski, j'ai fait un pas de côté par rapport... Vous avez raison, il faudrait dire Vievorki. Mais Vievorka, on va vers, pardonnez-moi. Je suis différent avant qu'après. Nous sommes dans une culture de l'affrontement. Beaucoup de débats chez nous sont des débats où je te tue. Est-ce qu'effectivement nous n'avons pas mal à une pratique de débat contradictoire respectueux? Le débat qui fait recette, c'est le ring. Jean-Marie Cavada, vous avez pratiqué la télévision longtemps. Ce que nous voyons aujourd'hui, mais vous avez évité les rings. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il ne nous est pas difficile, démocratie égale débat contradictoire? Facebook ne nous le donne pas, puisque Facebook, je suis dans ma communauté d'idées. Certains médias sont phagocytés. Gréveil Télé avec Bolloré. Est-ce qu'on n'a pas une difficulté avec le débat contradictoire qui est l'essence même de la démocratie? Oui. Et à Jean-Marie. Continue. Bon, je continue, mais quand même. Moi, je pense que dans notre pays, on aime bien débattre, on aime bien discuter, quand même. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de pays où on enseigne la philosophie au lycée.
quand même, et ça ne nous choque pas, au contraire. Non, je crois qu'il y a quand même un goût pour les idées, pour la réflexion, pour le débat, mais que le danger, c'est évidemment quand le débat devient l'affrontement de deux positions qui ne s'écoutent pas. Je me souviens d'un journaliste dont la carrière a été pratiquement ruinée, le jour, comme journaliste, le jour où il est venu mettre face à face Tapi et Le Pen, et il leur a dit, voilà les gants de boxe, allez-y, débattez. Paul Amar, quelqu'un d'agréable par ailleurs, c'est pas ça. Mais c'était l'anti-débat ce qu'il proposait. On demande, on n'organise pas un débat d'idées avec des gens qui sont supposés se donner des coups de poing sur la figure. Donc, dans l'ensemble, je pense, je ne parlerai pas d'ADN, mais disons que notre histoire politique est quand même celle d'un pays. On est quand même le pays des Lumières, on est quand même le pays, enfin, il n'y a pas eu que nous, bien sûr, mais on est quand même dans un pays où il y a, me semble-t-il, il y a des historiens dans la salle, il est parti, alors Olivier Farron, il y a des gens qui pourraient dire quand même mieux que moi ce que je suis en train de dire, mais vous savez, il faut aller dans d'autres pays pour s'apercevoir que notre pays n'est pas si mal que ça du point de vue du débat, même s'il n'y en a pas assez, même si ça, aujourd'hui, on sent que les forces de la rupture, de la violence, de je ne t'écoute pas, sont de plus en plus fortes. Voilà, c'est un peu ce que je vis. Du débat contradictoire, Jean-Marie. Le débat, il est ce que sont devenus l'industrie des médias, puisque c'est une industrie. Moi, je vais vous raconter une anecdote. En mars 1987, presque tous ceux qui sont dans la salle étaient nés, donc en ouvrant vos livres, vous allez voir. J'ai entendu, hélas. Voilà. En mars 87, le gouvernement décide de privatiser la première chaîne de télévision française. Ça veut dire la chaîne pour laquelle, pendant pratiquement 40 ans, les contribuables français avaient payé la redevance, les réseaux d'émetteurs, bref. Ça a opéré, je l'ai écrit en son temps, personne ne s'est intéressé à ça, mais ça, hélas, ça se vérifiait tout de suite. Presque aussitôt, en 6 mois, la composition des journaux télévisés, non seulement de TF1, mais par imitation de la 2, de la 3, médias publics, qui eux étaient restés publics, a changé. C'est-à-dire que le fait divers s'est mis à occuper la tête des journaux télévisés. La politique étrangère, quand on en parlait, TF1 n'en parle plus, TF1 n'a même pas de correspondant à Bruxelles, c'est vous dire. 63% des lois auxquelles on obéit sont pourtant d'extraction européenne. Bonjour la responsabilité éditoriale de ces messieurs, au passage, et d'une dame, puisque c'est elle qui dirige l'information. Au passage, parce qu'il faut que les choses soient quand même dites très clairement à un moment de danger. Eh bien, petit à petit, on est passé dans une, comment dirais-je, une mise en page et un contenu qui faisait basculer le spectaculaire, le fait divers. Encore une fois, un char renverse un camion, c'est la une. Mais pendant ce temps-là, il y a 200 morts en Méditerranée, ce sera une brève, comme on dit. Donc les industries des médias sont devenues quelque chose qui sont des barquettes de supermarchés. J'étais partisan, j'ai écrit ça en son temps avec le succès que vous voyez, qu'on interdise, que le CSA interdise de mesurer l'audience des journaux télévisés, justement pour lutter contre ça. Personne n'en a tenu compte, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, l'argent dans les médias électroniques, je parle des radios et des télés, et je parle des radios privées, encore qu'elles ne font pas si mal que ça leur travail, franchement, même s'il y a un peu de cette déformation aussi. Les radios publiques sont plus à l'écart, parfois très partisanes, mais au moins toujours recherchant des choses en profondeur, et c'est pas très important, les prises de position, dans la mesure où on trouve son contenu. Et c'est ça qui me semble fondamental. Mais si vous regardez les industries des médias, l'argent qui était essentiellement consacré aux rédactions, il est parti vers le marketing. Le rêve des propriétaires de médias, c'est de faire des journaux d'information sans journalistes, puisque l'argent est dépensé dans le marketing. Et je dis des choses avec un léger excès, mais à peine. Regardez, il y a une étude qui a été faite, le transfert de ces masses d'argent, d'ailleurs, le rêve de M. Drahi achète des médias, premier acte, c'est pour virer des journalistes. Mais très bien. Très bien. Mais alors, dans ce cas-là, il n'a qu'à mettre, encore une fois, des panneaux immobiles. Tout ça n'est pas sérieux. Et je pense que la réglementation sur l'usage des fréquences en France n'est pas sérieux. Pourquoi c'est devenu extrêmement indispensable ? Parce que les réseaux sociaux sont des lieux d'expression fermés, comme vous l'avez dit. On échange avec ceux qui partagent, on insulte les autres,
Par parenthèse, c'est un système d'une violence d'opinion inouïe. Je veux répondre à une deuxième chose, vous pourrez m'excuser, je suis un tout petit peu long, pardon Michel, pardon monsieur. J'ai encore 2 questions à vous poser avant la salle. Mais je suis très frappé par ce que tu as dit Michel sur ton expérience du wagon. Il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'étais allé voir à propos des réfugiés venus du Proche, du Moyen-Orient, un peu d'Afghanistan et un peu de la corne est de l'Afrique, et aussi de l'Ouest. J'étais allé voir Bernard Cazeneuve, qui est plutôt un assez bon ministre. Il a été un bon ministre des Affaires européennes. C'est vous dire si mon esprit est bien éloigné de toute forme de partisanerie, qui de toute façon n'a plus beaucoup de sens, hélas, actuellement. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu ne fais pas une chose simple? Le plan Juncker, pour reloger les réfugiés, c'était en gros 3 critères. Le volume de la population, la richesse du PIB, produit intérieur brut, donc la richesse que l'on produit, et le niveau du chômage. Plus il y avait de chômage, à richesse égale, moins il y avait de réfugiés. C'était vraiment ce qu'on pouvait faire de plus apaisé, calme. Et on ne me fera pas croire que dans une collectivité de 500 millions d'habitants, 1/500e, 1 million de réfugiés, allait changer le monde. Mais on l'a fait d'une telle façon dans les pays qu'on a d'abord brandi la menace avant de voir le nez du moindre réfugié. Et deuxièmement, au lieu de... Qu'est-ce que c'était que cette question de réfugiés? Et c'est ton anecdote qui me rappelle ça. C'est d'abord une question humaine. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui serait fière de dire « je ne veux pas te voir parce que tu viens de la péninsule arabique, je ne veux pas te voir parce que tu viens de Syrie, je ne veux pas te voir parce que tu viens d'Afghanistan ». C'est pas ça la nature profonde des rapports humains dont nous avons besoin. Est-ce que tu vas être un brave ou une brave femme? Est-ce qu'on peut t'aider? Comment peut-on t'aider à s'insérer? Je dis à Cazeneuve, pourquoi tu ne fais pas une chose simple? Tu fais un accord avec une commune, tu demandes au maire, tu mets dans les conditions, y compris de subvention, il sera confié à la population le soin que chaque membre s'occupe d'une famille. Les associations et l'argent public les logent, mais c'est pas tout. Il faut leur apprendre comment on vit. Vous n'auriez pas vous consacré 2-3 heures chaque semaine pour aider un petit Syrien ou un Afghan à vivre? Ben naturellement, oui, on l'aurait tous fait. C'est ça que j'appelle l'arrogance. Vous voyez, si on avait confiance dans la population, on aurait pris une décision globale applicable par les individus, pas par les systèmes. J'aimerais dans le même temps, cette semaine, un député du sud de la France s'est enorgueilli qu'il n'y aurait aucun migrant dans les communes de son département. C'est tout à fait ignoble de bêtises. J'espère que ses électeurs lui rappelleront que lui aussi est une forme d'immigré intellectuel et que par conséquent on va voter pour d'autres. C'est absolument scandaleux dans ce pays. Ça a été déclaré cette semaine par cet homme-là. J'aimerais revenir, on arrive à la fin de notre rencontre, bien évidemment. Donnez-moi, allez, c'est un cri d'espérance, c'est un appel désespéré. Donnez-moi quelques signes qui vous font dire que, mine de rien, dans ce champ un petit peu de ruines que vous décrivez, qu'est-ce qui vous fait dire il y a quand même des signes forts d'une forme de nouvelle démocratie sur lequel nous pourrions miser? Silence. Non. On suscite tout de suite. C'est pas un silence de... Bon, il n'y a rien. C'est pas ça. Y a-t-il des fils à tirer qui nous font dire ça va dans le bon sens? Il y a un renouveau quelque part. Bah, écoutez, on est 200 ou 300 dans cette salle qui avons envie de réfléchir. C'est ce genre de choses qui sont importantes. C'est-à-dire, nous sentons bien qu'il faut réfléchir, se préparer, se rencontrer, échanger. Nous le sentons bien. Et nous voyons aussi que notre pays s'en sort pas si mal. Je donne un exemple qui n'est pas sur la démocratie, mais qui est scientifique. J'étais hier invité à participer à une réunion où le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur avait invité les lauréats français qui ont obtenu des financements dans la compétition européenne. Mais c'est formidable. Et par conséquent, oui, on a un tissu universitaire qui est ce qu'il est. Il n'empêche qu'on a, je ne sais plus moi, 50, 60 jeunes Français, scientifiques, formés dans notre pays, qui sont capables d'entrer dans une compétition internationale et de l'emporter. Bon, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses en matière économique, en matière culturelle. On est un pays incroyable. Mais quel est le pays qui a autant de festivals l'été, de musique, de théâtre? Oui, mais qui n'est pas capable de rénover la scène politique. Alors, notre problème, et je pense qu'on en a pour longtemps, notre problème, qui est le problème mondial, ce qui affaiblit d'ailleurs un tout petit peu les raisonnements qui voudraient s'appliquer uniquement à la France. Notre problème, il est mondial. Notre fonctionnement politique est en retard sur ce que la société attend. Voilà, c'est ça que je pense profondément. Et au-delà de l'arrogance qui est
insupportable. Il y a ce sentiment qu'on a affaire à un système hors sol, ou plutôt dont le sol, c'est l'ancien monde, mais ils sont, si vous voulez, sur cette partie de la banquise qui s'est cassée, qui reste un bout de banquise, mais tout est en train de fondre, et puis ailleurs, il y a peut-être des nouvelles banquises qui se fabriquent. Alors, Michel et Jean-Marie, j'aimerais vous poser la question, et je nous la pose à tous. Compte tenu de ce que vous dites, je pense toujours cette phrase fameuse que le nègre de Kennedy avait écrite, ne posez pas toujours la question de ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. On sait maintenant que c'est pas lui qui l'a écrite, c'est que c'est un de ses rédacteurs. Vous-même, en tant que sociologue, philosophe, Jean-Marie Cavadan a vu votre historique et votre parcours aujourd'hui. Et nous-mêmes ici, que pouvons-nous faire, nous, pour effectivement la faire bouger, cette démocratie? Quelle est votre responsabilité d'intellectuel? Je vais parler encore un quart de seconde. Je suis désolé, Jean-Marie. C'est effectivement. D'abord, c'est un plaisir de t'écouter. Deuxièmement, c'est bien la moindre des choses. Quelle contribution pouvez-vous apporter pour nous aider à la revivifier? Alors, moi, je suis un chercheur en sciences sociales et j'ai des responsabilités institutionnelles. Je dirige une institution. Eh bien, moi, ma responsabilité, elle est de créer, premièrement, les conditions pour que, puisque j'ai une responsabilité institutionnelle, pour que dans mon domaine, la recherche soit plus vivante, plus active, plus internationale, plus ouverte au monde, plus capable aussi d'aller étudier les problèmes importants et non pas des choses sans intérêt. Donc j'ai ce genre de responsabilité, je pourrais l'illustrer, je prends des initiatives, je viens de mettre en place un énorme réseau de chercheurs du monde entier qui s'intéressent au thème « sortir de la violence ». C'est pas mal. Donc ça, premièrement. Et puis deuxièmement, je parlais de cette communicante qui dit « la vérité n'est pas mon sujet ». Eh bien moi, la vérité, c'est mon sujet. Et donc, je suis du côté des gens qui pensent qu'il faut faire de la recherche. Et je vais rajouter une louche sur ce que disait Jean-Marie il y a un instant à propos des médias. Bon, parmi la catastrophe inaugurée par cette aventure de 87, il y a aujourd'hui, c'est une des caractéristiques, parce que tout n'est pas négatif, cette caractéristique des journaux d'information télévisés en ligne, qui est que, sans arrêt, on nous dit priorité au direct. Moi, je trouve cette formule hallucinante. Priorité, ça veut dire, faut pas réfléchir, faut priorité au direct. Alors, il y a, je sais pas moi, un tremblement de terre, priorité au direct, ça veut dire, on en appelle à votre émotion, on en appelle à vos réactions, vous êtes sidérés devant votre télé, et plus il y aura du direct, mieux ça vaudra. Alors moi, je suis du côté des gens qui disent, il y a aussi le travail des chercheurs, qui prend du temps, qui n'est pas toujours marrant. Vous savez, c'est pas drôle d'aller passer 1 an ou 2 à étudier des ouvriers dans une usine, des paysans dans leur village, ou des choses très variées, bien sûr. C'est long, c'est exigeant, il faut être précis, il faut être méticuleux, il faut avoir de la rigueur, il faut lire beaucoup de choses. Enfin, bon. Mais moi, je suis de ce côté-là, et je pense que les gens qui amènent ce genre de connaissances, et là, on rentre dans des belles questions, mais je n'ai pas réponse, mais qui se demandent comment articuler leur travail avec le débat public, avec l'action politique, eh bien, c'est très utile. Donc voilà, moi, je me situe du côté de ceux qui produisent des connaissances et qui essayent de faire en sorte que la production de connaissances soit utile au débat public et au débat. Aide à notre discernement. Voilà, c'est ça la réponse que moi je fais. Mais je l'entends bien. Je vais vous chercher, mais je vous ai trouvé. Jean-Marie. Moi, je pense, j'ai toujours dirigé les entreprises dans lesquelles on m'avait confié des responsabilités, en général dans les médias, avec une idée assez simple, tout ce qui est urgent doit attendre. Parce que c'est la seule façon de ne pas faire de grosses bêtises. Alors attendre un peu, attendre beaucoup. Et c'est aussi une façon de faire le tri. Alors je n'irai pas jusqu'à la parole d'Edgar Faure, je crois, à moins que ça ne fût un autre, qui disait que tout problème, il n'y a pas de problème aussi compliqué soit-il qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. J'en suis pas là. Le petit percueil. C'est écueil, voilà, exactement. J'en suis pas là. Mais je veux redire une chose. Moi, je crois que le moment est venu de faire appel aux femmes, hommes et jeunes gens que vous êtes pour reconstruire, si vous pensez que le pire des systèmes, c'est la démocratie, à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, c'est-à-dire de vous mêler maintenant de ce qui vous regarde, la politique, la vie publique, moi je l'appelle même plus politique, tellement j'ai peur de la honte qui en découle, la vie publique, c'est votre affaire. Je suis partisan, j'espère ne pas trop vous choquer, mais tant pis, du vote obligatoire.
sous peine de sanctions financières, comme en Belgique, avec le vote blanc naturellement, parce que l'un sans l'autre, ça ne tient pas debout, bien évidemment. Deuxièmement, je pense qu'il faut pousser, à travers les élus, l'État à avoir plus de hauteur et donc moins d'arrogance subalterne pour vous laisser faire tout ce que vous savez faire tout seul. La décentralisation, c'est une chose assez simple, c'est que l'État dise à des collectivités en dessous, puisque vous êtes capable de le faire, voici les règles dans lesquelles il faudra que ça se fasse, faites-le vous-même, je contrôlerai, je me contenterai de contrôler que c'est fait. À cet effet, d'ailleurs, et c'est vraiment dans l'ordre d'idées, je suppose que c'est pour ça, cher Denis, que vous m'avez invité, j'ai travaillé à construire, c'est d'ailleurs difficile parce que ce sont des gens très en ébullition, un mouvement de réflexion qui s'appelle générationcitoyen.fr, je fais ma petite pub, enfin pas pour moi parce que j'ai rien à attendre, mais pour que les choses bougent, parce que je crois que la société est en bon état, les gens de ce pays sont en assez bon état. Il y a des malheureux, il y a des chômeurs, il y a des gens... Oui, il y en a toujours eu, il y en a un peu plus, ben, il faut le corriger, etc. Le système empêche les gens d'être eux-mêmes. Il a infantilisé ce pays. Et je vais vous dire les raisons comment dirais-je, d'être plein d'espoir. Nous vivons, paraît-il, dans une société numérique. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est d'abord la richesse des gens qui sont capables de créer des algorithmes. Nous avons, je crois, 17 ou 18 prix Nobel de mathématiques qui, comme chacun sait, n'existent pas, ça s'appelle Médaille Fields. Français. Il y en avait un tout à l'heure là, d'ailleurs, Cédric Villani, qui est le dernier en date et qui est un garçon vraiment intéressant et sympathique. Si vous avez dans un pays une telle richesse de mathématiciens, il y a d'ailleurs une très grande école de mathématiques, il y a d'ailleurs aujourd'hui un Français qui est à la tête de la recherche européenne, qui est lui aussi Médaille Fields, qui s'appelle M. Jean-Pierre Bourguignon, que nous sommes très très peu à connaître, sauf ici sans doute, parce que c'est un scientifique par ailleurs. C'est un pays qui a des richesses énormes. Il n'a pas le système qui permette aux gens qui ont l'intelligence de développer les plateformes, les systèmes, etc., que l'on devrait avoir. Alors, on a lancé récemment, par exemple, l'idée d'une banque publique d'investissement. J'applaudissais, bêtement d'ailleurs, un peu imprudemment. La BPI, elle fait un assez bon travail, mais ce travail est compliqué parce qu'elle n'est pas assez régionalisée. En Allemagne, les banques, c'est dans les Länder. Un land égale une banque d'État. Pour aider aux investissements, pour aider les PME, pour aider les start-up, pour créer des plateformes pour les chercheurs. Bref, donnons des moyens simples à des gens responsables et laissons-les travailler. L'État ne fabrique aucune richesse, il faut le dire. L'État dépense. Alors, qu'il encadre la façon de fabriquer la richesse, mais qu'il laisse se produire. Deuxièmement, nous n'en avons pas parlé. Il faut réformer dans ce pays les relations sociales. Quelle méfiance a-t-on des travailleurs pour les flanquer dans les conseils d'administration, leurs représentants, alors qu'ils ont zéro voix, zéro argent du capital. Donc ils sont là à titre décoratif. Au lieu de faire comme les Allemands, les Danois et les Suédois le font, 70% de syndiqués parmi les salariés de ces pays, notamment les deux derniers que je viens de citer, mais ils sont au directoire, ils participent avec le directeur hebdomadairement aux directions, et que je sache, j'ai jamais vu un ouvrier scier la branche sur laquelle il est assis individuellement. Collectivement, les apparatchiks des syndicats, c'est autre chose pour plusieurs d'entre eux. C'est pour ça qu'il faut réformer ce pays très profondément. Et ça ne se fera pas si vous ne vous relevez pas, si vous ne prenez pas les choses en main, aux élections et avant, pour exiger que ça change. Mais pourquoi les bonnes raisons d'espérer existent? Je vous en donne une seule, à part celle que Michel a dit tout à l'heure vous concernant, parce que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais il faut que vous il ne suffit pas de venir réfléchir, il faut que vous en fassiez quelque chose dans l'action. Nous avons tous besoin de vous. Et quelle est la très belle raison d'espérer? Regardez le niveau du diplôme des jeunes. C'est devenu extraordinaire. Regardez ce que les meilleurs d'entre eux font. Comme des petits Irlandais du début des années 1900, obligés d'aller chercher leur destin hors de France. Vous trouvez que c'est normal, ça? Vous voyez bien que le système ne marche pas et que c'est ça qu'il faut réformer. La vraie raison d'espérer, c'est celle-là. D'ailleurs, il y a un précédent pour boucler avec les États-Unis, et j'en terminerai là-dessus. Le président Kennedy, dès son élection en 1960, avait dit, sous l'influence du même que celui dont vous cherchez le nom, qui s'appelle Ted Sorensen,
avait dit la chose suivante à la jeunesse de son pays, dans son discours d'investiture ou le suivant, je ne sais plus trop. Il avait dit aux jeunes gens, nous allons créer un corps pour vous les jeunes. Ça s'appellera les Peace Corps, les corps de la paix, les bataillons de la paix si vous voulez, les brigades de la paix. Partez à travers le monde, parlez de la démocratie américaine, regardez bien ce que vous voyez et revenez nous en parler, nous deviendrons les leaders mondiaux. J'aimerais qu'un président sérieux, nanti de toute la puissance modeste et terrible de la fonction qu'il va falloir exercer dans ce monde difficile, dans cette situation française décliniste, dise cette chose aux jeunes. Et si simplement il disait ça, c'est sûr que j'irais coller ses affiches. C'est ça que je veux dire. Merci. Merci. Nous arrivons au terme de notre entretien. Nous aurions aimé, démocratiquement, donner la parole au peuple que nous sommes. Alors, je pose la question aux organisateurs. Est-ce que nous pouvons nous autoriser un quart d'heure d'échange par rapport à, histoire de ne pas bousculer les tables rondes qui suivent? Denis, dis-nous. 5-10 minutes. Êtes-vous d'accord de prendre quelques questions et réactions par rapport à ça? Alors, j'ai une demande pressante. Ne posez qu'une question et courte. Et non pas peut-être un commentaire. On vous apporte le micro, il vous arrive. Puis-je vous demander de vous nommer, de quel point de vue vous citez? Je me lève. À vous. Oui, bonjour Pierre Nanner. J'avais une question pour les deux personnes qui sont en train de discuter ensemble, là. On peut faire deux choses, bien qu'étant des hommes. Vous n'êtes pas séquentiel, vous? Donc, j'ai bien entendu les discours. En revanche, moi, je m'inscris en faux à ce que vous avez dit, Jean-Marie Cavada. Je pense que vous avez une vision très passéiste. J'ai pas mal étudié les systèmes démocratiques français, les Pierre Rosanvallon, Madame Fleury qui est là aujourd'hui aussi, qui en a parlé. La salle demande votre question. La question va venir une fois que dans les systèmes que vous présentez, on a toujours l'impression qu'on a besoin d'une démocratie représentative. Pour moi, je pense que la notion de représentation est complètement dépassée. En particulier avec la technologie, on est capable de faire la démocratie directe et la représentation, en particulier sous forme de partis politiques, a été une prise de pouvoir depuis les années 1880. Donc, pour moi, ma question, est-ce que justement cette notion de démocratie au sens participatif du terme n'est-elle pas complètement dépassée et on peut faire des choses maintenant complètement nouvelles avec la technologie, avec des Kickstarter pour faire du crowdfunding, pour financer des choses, comme le font déjà des Américains? Entendu. Je vous réponds de deux phrases. Premièrement, vous avez raison, oui. Dépassé ou pas, quand vous grandirez encore un peu, vous aurez le temps de regarder les livres d'histoire, vous verrez que l'histoire des nations, ce sont des cycles. Donc peut-être que c'est passé, peut-être que c'est dernier. Ce que je veux dire, en prenant ce que vous dites là, c'est que, et je croyais l'avoir expliqué clairement, il faut diriger la vie publique, c'est un métier. Il faut apprendre. Il y a des choses que le spontanéisme ne sait pas régler. Mais en revanche, il faut retourner vers la démocratie de vérification, comme vous le dites, ou participative, comme vous le dites, pour être sûr qu'on prendra la bonne décision. Pas de décision avant, ça c'est vrai. Alors, est-ce que je suis entre les deux? J'en sais rien, c'est pas très important. On verra comment les choses peuvent évoluer. Alvar Dervieux, dans les relations entre le peuple et les pouvoirs publics, est-ce qu'il n'y a pas quand même un domaine particulier qui est celui de l'environnement où récemment, donc il s'est fait énormément de choses dans le dialogue environnemental. Il n'y a qu'une question, mais c'était quand même sur la vision. Comment ça se fait qu'on dit qu'il n'y a absolument pas de vision? Bon, actuellement il y a la COP22, donc je fais un peu de publicité, mais je veux dire que normalement, le scénario, c'était que le 21e siècle, c'est le siècle de l'environnement. C'est ça qui est nouveau. Et normalement, ça aurait dû générer une vision. Et je le constate que ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? La sécurité. Je vais parler en sociologue, c'est déjà difficile d'expliquer ce qui se passe. Alors vous nous demandez d'expliquer ce qui ne se passe pas. Donc c'est pas si simple que ça. On peut essayer de réfléchir évidemment, mais c'est quand même d'abord ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu ou insuffisamment de mobilisation? Moi je me souviens du début des années 70, il y avait des utopies, on lisait tous, écolo ou pas,
Ivan Illich, le mouvement antinucléaire était en train de se construire. Bon, il y a des époques. Je pense que tout ce que nous avons décrit pendant cette heure et demie de discussion, tout ça a un petit peu eu aussi comme aspect, comment dirais-je, un affaissement de la capacité à se mobiliser sur ces enjeux. Après tout, regardez les scores des partis écologistes ces derniers temps. Moi qui aime bien Yannick Jadot, j'espère qu'il va remonter un peu la barque. Mais voilà, donc je vais vous raconter quelque chose. Je ne vois pas qui a posé la question, excusez-moi. Qui est intervenu? Ah voilà, excusez-moi. Je vais vous raconter quelque chose. Juste avant l'élection présidentielle de 81, juste avant que la gauche arrive aux affaires, le Parti socialiste français avait confié à une commission prestigieuse le soin de faire un rapport sur le programme nucléaire français. Et comme c'était dans la foulée quand même de ces années de contestation de ce programme, le rapport fait par ces gens, mais vraiment du plus haut niveau qui soit, le rapport était très, très critique et recommandait au Parti socialiste, qui avait nommé cette commission, de ne pas continuer sur le chemin du nucléaire. François Mitterrand est élu, la gauche socialiste et communiste prend le pouvoir, et dans ce contexte-là, le rapport en question, rédigé par Alain Touraine, qui était à l'époque mon patron, ce rapport est tout simplement pilonné par le pouvoir, à la demande du pouvoir. Et donc moi qui ai tous les livres d'Alain Touraine dans ma bibliothèque, je peux vous dire, il y en a un seul que je n'ai pas, c'est ce rapport. Mais c'est pour vous expliquer, c'est-à-dire que la politique n'est pas forcément ouverte, même s'il y a des grandes déclarations, aux questions d'environnement. Pas assez, et comme les mouvements eux-mêmes ne sont pas assez puissants, voilà, on arrive à ce genre de catastrophe. À titre indicatif, et ça répond à vos deux questions, il y a actuellement sur le site change.org, on peut le dire change.org, ça fait mieux, hein. Change.org, il y a une consultation, effectivement, qui est très intéressante. On a quelques millions à répondre actuellement à ce sondage sur les présidentielles, qui est non pas sur un candidat, mais sur des thèmes. Quelle est la cause qui vous tient le plus à cœur? Et il y a un certain nombre d'items qui sont proposés. Quelle est la cause qui, selon vous, est la plus traitée par les médias, mais la moins importante? Quelle est la cause qui, selon vous, est la plus traitée par les politiques, mais la moins importante? Je vous laisse imaginer le poids de la sécurité dans les réponses. Rendez-vous le 7 décembre, si vous voulez voir le résultat de cette consultation, à peu près 8 millions de personnes. Ça répond un peu à votre question sur démocratie directe et non représentative, et pourquoi des thématiques portées par les citoyens ne remontent pas le plafond de verre. Merci à l'un et à l'autre de cet entretien.